Merci de rester fidèle au programme de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi, le grand journal. Georges Déthié. Au sommaire, lendemain du braquage à Nord-Foire, l'agence Wafa Cash évalue les pertes à un peu moins d'1 million de francs CFA. Une plainte est annoncée. L'appel à assistance des gérants de services de transfert d'argent, ils sont devenus la cible des malfaiteurs. La peur au ventre, ces gérants demandent à l'État d'agir. Marche pour Cheikh Anta Diop ce matin à l'Université de Dakar, au centre des revendications. La réhabilitation de la pensée du savant, son œuvre également. Vent de décrispation entre les producteurs de la série Maîtresse d'un homme marié et l'ONG islamique Diamra. Les responsables de Diamra désormais impliqués dans la rédaction des scénarios. Porokhane, point de convergence de la communauté mouride ce jeudi, jour du Magal dédié à Mame Diarra Bousso, la mère du fondateur du mouridisme. L'actualité internationale, Nafissa Toussila, bonjour. Bonjour Georges Déthié. En Gambie, Ousseynou Dabo s'exprime enfin après son limogeage du gouvernement. Il appelle ses partisans à se mobiliser autour de l'essentiel pour barrer la route à ceux qui veulent casser le UDP. Au Mali, le gouvernement annonce la dissolution d'un groupe armé Dogon, le Danna à Massougou. Au même moment, une association culturelle Dogon du Mali prône le dialogue pour résoudre la crise. Rendez-vous Nafissa Toussila vers 12h15. Cheikh Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Georges Déthié. Il faut revoir le type de contrat liant la FSF, la Fédération Sénégalaise de Football, aux entraîneurs des autres catégories. Une précision de notre confrère Bamba Kassé. Cela fait suite à l'article de Quotidien Record annonçant plutôt le limogeage très prochainement de Joseph Koto. Championnat du Sénégal de taekwondo. La nouvelle équipe fédérale dirigée par Balédié tient son événement les 6 et 7 avril prochains. Fait notoire la reprise de la collaboration avec l'ambassade de Corée à Dakar. Plusieurs centaines de combattants sont attendus. Vous entendrez le chargé de com de la Fédération sénégalaise de taekwondo dans ce journal. Cher Tidiane Diagne, le journal des sports, midi 20. Dans ce midi, la presse du jour, la chronique du jour, Abdoulaye Ndiaye, point de vue aujourd'hui sur l'insécurité galopante avec la récurrence des braquages. Et tenez-vous bien, en plein jour maintenant. Aliouba sur la partie technique de ce grand journal. Bienvenue à toutes et à tous. Georges Déthié. Les responsables de Wafa Cash font le bilan du braquage de leur agence de Nord-Foire hier après-midi. Ils font état de pertes évaluées à plus de 900 000 francs CFA. Une plainte est annoncée. Toutefois, les responsables de la société de transfert se veulent prudents sur les présumés éléments de l'armée considérés comme les auteurs de ce braquage. Là-dessus, le responsable du réseau commercial de Wafa Cash, Ousseynou Diop, au téléphone avec El Hadj Ndiogoudienne. Hier, vers les coups de 15h, on a été informé par nos agents d'une attaque de 2 malfrats armés qui se sont introduits au niveau de notre agence. L'un d'eux a maîtrisé le vigile et l'autre est parti directement au niveau de la caisse et a commencé à menacer la caissière qui a eu le courage de ne pas ouvrir le coffre. Et les malfrats, malgré l'usage d'une arme, ont pu étrangler la fille, battu la fille, mais néanmoins ils n'ont pas pu avoir accès au coffre fort. De ce fait, c'est juste la petite coupure de monnaie et quelques billets qui étaient sur la table que les gars ont pu emporter. Les gens sont partis avec à peu près 977 000. Mais lorsqu'ils ont été attrapés avec la population qui est sortie, les menaces de mort et de violence, donc ils ont jeté l'argent par terre et la population, une partie de la population a pris l'argent et n'ont pas restitué. Ce qui fait qu'après avoir fait la situation de la caisse devant un huissier et 2 éléments de la gendarmerie de la foire, on a constaté un écart de 977 249 francs qui manque dans la caisse. Les 2 éléments ont été hier arrêtés par la gendarmerie de la foire et à ce moment, ce matin, on est en train actuellement de faire la plainte pour pouvoir quand même donner une suite à cet événement. On parle de supposés éléments de l'armée sénégalaise comme les auteurs de ce braquage. Qu'en est-il exactement? Vous confirmez? Il y a eu plusieurs versions, mais je ne peux pas confirmer est-ce que c'est des éléments de l'armée ou bien je ne sais pas, parce que je n'ai pas eu encore le compte rendu et des investigations, ni le PV d'audition pour pouvoir vous dire que effectivement c'est des éléments de l'armée. Le braquage de l'agence Wafa Cash de Nord-Foire n'est pas un cas isolé. Les services de transfert d'argent sont très souvent la cible des malfaiteurs et cela perturbe le sommeil des gérants. Ils ont peur pour leur sécurité. Le reportage de Asigaï. Dans son agence sur la rue 6, Cheikh Moub est en face de sa machine. D'un œil vigilant, il surveille son coffre-fort.
Il est au courant des braquages perpétrés chez ses collègues. Les braquages sont récurrents. On nous attaque surtout dans la banlieue où la sécurité n'est pas assurée. Le jeune homme, qui n'a jamais été une victime, essaie de situer les responsabilités. Il note une insécurité. Dans le pays, il n'y a pas de travail. Les Sénégalais investissent en créant de l'emploi. Donc l'État doit nous aider et assurer notre sécurité. C'est son devoir. À 2 ruelles de Cher, une autre agence. Ici, une femme est aux commandes. Madame Camara dit travailler malgré les risques. Tous les métiers ont des risques, mais ce travail n'a pas d'égal. Au-delà des braquages, il y en a qui cherchent à te berner. Comme on dit, on se contente de ce que l'on a en attendant de trouver meilleur. Pas de caméras de surveillance. Parfois, son vigile est désarmé. La mère de famille plaide pour le renforcement de leur sécurité. Les malfaiteurs préparent leur forfait. Aux heures de descente, on est des cibles parce que, croyant qu'on détient de l'argent, la sécurité doit être renforcée, vraiment. Les séries de braquages notées ces derniers temps ne laissent aucun gérant de boutique de transfert d'argent indifférent. Ils craignent pour leur sécurité et interpellent ainsi l'État du Sénégal. 12:06. Cette polémique autour de la série télévisée Maîtresse d'un homme marié, une décrispation étant vue entre les producteurs de cette série et les responsables de l'ONG islamique Jamra qui ont eu à dénoncer le caractère pornographique de certaines scènes. Les deux parties se sont rencontrées lundi. Selon Mame Mactar Gueye, le vice-président de Jamra révèle que les producteurs ont décidé de les impliquer désormais dans la rédaction des scénarios de cette série. Mame Mactar Gueye était l'invité de RFM Matin. Le CNRA nous a dit qu'ils sont obligés de se conformer à leur texte, qui disent que quand il y a deux parties en mésentente, de les entendre séparément l'une et l'autre. Ensuite, ils vont entrer en conclave pour discuter à l'interne. Et au terme de ce conclave, ils rendront public leur délibération. Je dois à cet égard remercier le directeur général de Marodi TV qui a financé la production de la série Maîtresse d'un homme marié. Des remerciements également à Khadija Sy, qui en est la scénariste et la réalisatrice, qui ont fait l'effort, qui m'ont fait l'honneur de venir jusque chez moi lundi le 25 à domicile. Voilà, pour qu'on discute. Je leur ai donc demandé de faire preuve d'un peu de patience. Et je remercie Khadija qui a même pris l'engagement désormais de nous associer à la rédaction de ces scénarios. Vous savez, ça c'est un grand honneur qui nous est fait. Et c'est ce que Cheikh Tidiane Diop de la télévision nationale faisait. Pour Dara et Koch, il associait Latif. Pour Bax, le film qui parle de la drogue, il nous associait. Ce n'est pas une obligation. Pour le moment, je dois dire que les choses se présentent de manière démocratique, de manière très détendue. À 12:08, l'on parle de la garde des enfants, quitter chez soi et laisser son enfant à la domestique. Beaucoup de femmes le font. Pour certaines, elles n'ont pas le choix. Elles doivent travailler pour entretenir leur progéniture. Pour d'autres, c'est impensable car l'éducation des enfants en pâtit. Le sujet est de Salimata Aw. Un regret, oui, mais Maguette n'a pas le choix. Avec un restaurant à gérer, elle est obligée de laisser son bébé chez sa mère pour subvenir à ses besoins. Je confie mon enfant à ma mère, mais je ne suis pas tranquille. Je passe tout mon temps à appeler pour voir s'il va bien. Les femmes de ménage aussi doivent être responsables et bien prendre soin de nos enfants. C'est plus honnête, je pense. Assise sur un banc, un journal dans son sac à main, Mariam ne pense pas laisser son enfant avec une bonne. Si Dieu m'avait donné cet enfant, jamais je ne l'aurais laissé seul, ni le confier à une personne étrangère. Les tantes paternelles, les tantes maternelles. Mais tu trouveras toujours dans ton entourage quelqu'un. Adja Nogay relativise. Des fois, les bonnes peuvent être comme des mères, mais la vigilance doit toujours être de mise. Des fois, tu peux avoir une femme de ménage qui s'occupe bien de tes enfants, mais c'est à la maman d'être vigilante. Il y a certaines femmes de ménage qui n'en ont rien à faire. La maman, normalement, ne doit pas travailler. Depuis quelques jours, une vidéo circule sur le net montrant une dame maltraiter un bébé. Les mamans se disent en être conscientes, mais elles sont obligées vu les nombreuses charges qu'elles ont. RFM, fréquente modulation 94.0.
la radio en puissance. RFM Midi, Georges Bété-Diop. Cette marche des disciples de Cheikh Anta Diop tout à l'heure à l'université de Dakar. Les initiateurs veulent réhabiliter la pensée et l'œuvre du savant, caché délibérément aux Sénégalais. Ils veulent que Cheikh Anta Diop soit enseigné pour mieux être connu des jeunes générations, bref, s'inspirer du résultat de ses travaux pour développer le pays. Mohamed Ali Mouba a suivi les marcheurs. Reportage. Il voulait ces 1000 jeunes pour réhabiliter Cheikh Anta Diop, mais ce sont finalement un peu plus d'une centaine de jeunes étudiants qui ont fait la marche. La procession clairsemée est partie du pavillon A, mais pour le président de l'association Réhabilitons Cheikh Anta Diop, il fallait le faire. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'on soit à l'université Cheikh Anta Diop, on ne voit rien qui symbolise l'université Cheikh Anta Diop en personne. D'ailleurs, il n'y a même pas de monument ou bien un lieu de mémoire qui permet de se souvenir de lui. Cheikh Anta Diop porte le nom de l'université de Dakar, mais il est peu connu ou pas du tout connu des Sénégalais, victimes selon les marcheurs des batailles politiques, de querelles de leadership entre lui et Senghor au tout début des indépendances. Ce que ces gens ont fait, leur opposition avec le président Senghor, ça ne doit pas perdurer. Notre génération n'a rien à voir avec leur combat. C'était un combat politique. Mais maintenant, parlons de combat social et politique et de développement. Nous aimons Cheikh Anta Diop. Les marcheurs passent leur chemin, certains étudiants se joignent, d'autres regardent la file avec circonspection. En tout cas, personnellement, je n'étais pas au courant. Je suis ici, bon, je prends le petit déjeuner et subitement, je l'ai vu marcher comme ça. Franchement, je n'ai pas d'informations concernant ce qu'ils font. Absence remarquée des autorités de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar par l'homme du recteur, des doyens ou encore des professeurs. Nous sommes Cheikh Anta, nous sommes Cheikh Anta. Difficile d'étancher sa soif à Thiaye dans le département de Tivavone et dire que cette localité de la commune de Morolan est très connue pour son eau de source. Et voilà que l'eau est devenue un merle blanc à Thiaye du fait de la panne du forage de ce village sans poste de santé. La correspondance de Cheikh Anta Diop. Thiaye, situé dans la commune de Mont-Roland, est rendu célèbre à part son eau de source connue partout dans le pays. L'origine de la source de Thiaye date de 1977. C'était une source d'eau naturelle qui coulait nuit et jour. Toute la partie était inondée. Et pourtant, la localité est confrontée à de sérieux problèmes d'eau. Moustapha Mbeng, porte-parole des populations. Le forage nous a été offert par des bienfaiteurs il y a de cela moins d'1 an. Tout a été fait, mais dommage. L'eau n'est pas encore entrée dans les concessions. Nous aimerions vraiment une aide, que ce soit du côté de l'État ou du côté des autres partenaires. Vraiment, ça serait la bienvenue. Il s'y ajoute une route défectueuse et un manque d'infrastructures sanitaires. Bon, on a une petite case de santé et nous aimerions en faire une poste de santé. Nous affecter un infirmier qualifié, des responsables de la case de santé et s'occupent quand bien que mal des femmes, les petits soins et les accouchements prématurés. Mais quand c'est des cas très sérieux, on les évacue dans les autres postes de santé, soit à Kermit ou à Morolan, une distance de 7 à 8 km. La piste qui nous relie au chef-lieu de la commune rurale, vous voyez, c'est derrière nous là. C'est pas praticable, surtout en période d'hivernage. Nous avons beaucoup de difficultés. C'est pourquoi les références, on les fait à Kermit, un village qui n'est pas de notre commune. Les habitants de Thiaye ont fêté la large victoire de Benno Bokk Yakaar dans cette localité lors de l'élection présidentielle, une occasion pour eux de poser toutes ces doléances. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, partout. Tout le temps. La fête de l'indépendance, c'est jeudi prochain. Dans une semaine donc, l'attraction, le 4 avril, le défilé militaire et civil à la place de la Nation qui va accueillir, comme toujours, du monde. Et pour ce faire, la place de la Nation commence à se parer de ses plus beaux atours. Sur place, la logistique et les militaires qui font des pieds et des mains pour finir les installations dans les délais. Le reportage de Jean-Paul Ndour. Écran, sono, chapiteaux, tribunes, sièges. Depuis le 15 mars,
L'entreprise chargée de l'installation est à pied d'œuvre. Djibril Ngom, responsable technique. On est en train de monter les tribunes où devront s'asseoir les invités et les autorités. On a fini de monter les bâches, les chapiteaux comme vous le constatez. Ensuite, on va attaquer la décoration et le reste des travaux. On peut dire présentement qu'on est dans les délais, quoi. Nous sommes à notre quatrième année consécutive qu'on monte la fête pour le 4 avril. Les militaires nous ont fait confiance. Marquage au sol, traçage, l'armée est une habituée de pareille organisation. Lamine Ndiaye, adjudant-chef, zone militaire numéro 1, maître d'œuvre de l'organisation du défilé. Nous sommes en train de faire le traçage et le marquage du défilé de troupes à pied. Donc ce qui matérialise leur formation, leurs emplacements et éventuellement leur parcours sur le circuit. Quand est-ce que vous pourrez terminer? D'ici combien de jours? Tout sera nickel le 3. Au plus tard. La place de la Nation va abriter jeudi prochain le défilé civil et militaire marquant le 59e anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance. Hier, en Conseil des ministres, le dernier de son premier mandat, le président Sall a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures idoines pour une parfaite organisation des prises d'armes et des défilés civils et militaires sur l'ensemble du territoire national. Le thème de cette année, force de défense et de sécurité, en exemple dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale. L'incivisme, justement, il est récurrent dans plusieurs domaines. Les citoyens et l'État se renvoient la balle. Le reportage de Mamadou Aïchandiaï. Franchement, pour les qualifier, je ne peux pas. Par rapport à ce qu'on vivait hier et aujourd'hui, la différence est incalculable. L'incivisme progresse fortement dans nos sociétés, au point que des doigts accusateurs sont portés sur l'État et parfois même sur les populations. Aligué, 80 ans, explique et regrette le phénomène. Les leçons de civisme doivent être inculquées à tout citoyen sénégalais. Surtout la vie actuelle, les gens ne s'occupent plus de ce qui les intéresse. Ils ne vivent que sur leur intérêt. À part leur intérêt, rien n'existe. Et ça, c'est regrettable. C'est plus que regrettable. Ousseynou Niang, citoyen rencontré à Koloban, explique certains faits. Ce n'est pas également une bonne image. Parce que même pour nos enfants, qu'on doit une bonne éducation, il faut vraiment donner et montrer le bon exemple. Essayer de savoir raison garder et éviter effectivement de s'exposer en public en faisant effectivement des actes, n'est-ce pas, qui peuvent ternir l'image même de notre pays. Il faut vraiment que les gens prennent conscience et qu'il y ait une introspection générale. Djambou Ndiaye, invoquant la devise « Un peuple, un but, une foi » et l'ancrage à la religion sont autant de vertus qui peuvent aider à s'ancrer au civisme. C'est le milieu qui détermine l'individu. L'internaute aussi change les jeunes. On doit croire en Dieu. À midi 17 minutes, l'actualité religieuse à présent. Aujourd'hui, c'est le jour du Magal de Porokhane, événement religieux dédié à Mame Diarra Bousso, la mère du fondateur du mouridisme. Porokhane, c'est dans la région de Kaolack. Et à l'occasion, coup de projecteur sur Mame Diarra Bousso, le Dara Mame Diarra Bousso de Porokhane. Justement, 500 filles, c'est le nombre de pensionnaires qui apprennent le Coran et la pratique de la religion. Le corps enseignant a jugé d'ailleurs nécessaire d'ajouter de la formation professionnelle pour aider les filles à s'insérer correctement une fois après le Dara à Wambaye. Ces filles partagent le même Dara, portent toutes les mêmes prénoms, Mame Diarra. Et pour les identifier, il faut ajouter le nom de famille. Mame Diarra Ka. La principale matière du programme, c'est l'apprentissage du Coran. Cette pensionnaire récite une sourate à haute voix devant ses camarades. Elle n'a pas encore 15 ans. Mame Diarra Niang a déjà maîtrisé le Coran. Aujourd'hui, elle se concentre sur la formation professionnelle. Je suis là depuis 2013. J'ai terminé le Coran et j'apprends les métiers de femme. Et c'est pour 3 ans. Mame Diarra Kare se réjouit de la qualité de l'enseignement du Dara. On est vraiment à l'aise et on apprend bien le Coran. En 2015, Mame Diarra Dia a quitté l'Italie pour Porokhane. Et pour elle, son séjour a été des plus agréables.
La directrice des études Sokhna Awadem explique le choix du Dara d'élargir la formation dédiée au métier. Les filles grandissent très vite et c'est très important de leur apprendre d'autres métiers en plus de la maîtrise du Coran. Avec les formations professionnelles, elles deviennent indépendantes une fois l'enseignement terminé. Aujourd'hui, le Dara Mamdiara de Porokhane compte 500 pensionnaires venus de partout et le souhait des enseignants, participer à faire de ces filles des femmes modèles à l'image de leur homonyme. L'actualité internationale. Et nous accueillons Nafissatou Sila. Bonjour Nafissatou. Bonjour Georges Déthié. D'abord en Gambie, on parle de Ousseynou Dabo, limogé par Adama Barrow le 15 mars dernier. Et depuis les États-Unis, il s'adresse à ses militants et leur demande de rester forts et unis au sein du parti. Les premiers propos de l'ancien opposant historique au régime de Yaya Jammeh et ex-vice-président d'Adama Barrow, Ousseynou Dabo demande à ses partisans de se mobiliser pour barrer la route à ceux qui veulent casser le UDP, Parti démocratique uni. Écoutons Ousseynou Dabo, il est avec Aliou Badara Sonko. Je remercie tous les militants de la diaspora, notamment ceux de la France qui ont aussi effectué le déplacement. Juste vous dire que le UDP n'est pas un parti d'une seule personne. Il est devenu aujourd'hui le parti de tous les Gambiens. Alors je vous demande de rester fort et cultiver l'unité au sein du parti, car il y a du chemin à faire. Rien ne peut nous déstabiliser, nous membres du UDP, au temps du président Jammeh. Il suffit d'être un membre du UDP automatiquement. Vous êtes en prison ou assassiné. Alors restez fort et soudés, car vraiment il y a beaucoup de travail à faire dans l'avenir. Direction le Mali, là-bas le gouvernement veut dissoudre un groupe armé Dogon. Après le massacre dans un village du centre du Mali qui a fait plus de 160 civils peu tués, le gouvernement malien dans la foulée compte dissoudre le groupe armé Dogon d'Anna Amassagou. Ce mercredi, le chef militaire du groupe Youssouf Toloba a dit non. Au même moment, le président de la plus importante association culturelle Dogon du Mali prône le dialogue pour résoudre la crise Sodatiam. En rejetant la décision du gouvernement de dissoudre son association transformée par la suite en groupe armé d'Anna Amassagou, Youssouf Toloba avance d'abord une raison. C'est pour, dit-il, protéger les populations civiles Dogon abandonnées à elles-mêmes à des endroits dans le centre du pays, selon RFI.fr. Celui qui est le chef militaire redouté du groupe armé affirme aussi que tant que l'État ne pourra pas jouer ce rôle, ces hommes resteront sur le terrain. Face à cette situation toujours tendue, l'association culturelle Jina Dogon, qui rassemble quasiment toutes les populations Dogon du Mali, appelle de son côté à la recherche de la paix par le dialogue. Pour son président Mamadou Togo, la situation est même plus qu'inquiétante parce qu'elle dépasse tout entendement et il pense aussi que l'État va prendre toutes ses responsabilités pour sécuriser les populations et leurs biens. Pour que la paix revienne, Mamadou Togo affirme qu'il faut un dialogue, que toute la vérité soit dite. Et pour trouver cette paix, le président de l'association culturelle Jina Dogon a entamé des rencontres tout azimut. En Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudet s'est adressé aux Ivoiriens sur Facebook et il s'affiche en partisan de la paix et du pardon. Charles Blé Goudet a écrit une lettre depuis La Haye en Hollande où il séjourne en attendant son pays d'accueil. Il appelle à la paix et demande pardon tout en se défendant de toute ambition politique. Daouda Diouf pour les détails. En attendant un pays d'accueil, Charles Blé Goudet de son exil néerlandais se pose en partisan de la paix et du pardon. Pour commencer, dans un ton posé, Blé Goudet déclare, je cite, « Je suis entré en prison nue, j'en ressors l'esprit en paix. Je n'encouragerai aucune tentative de vengeance ni aucune velléité de revanche. De fait, quel que soit ce que chacun d'entre nous aura vécu, nous devons apprendre à nous pardonner les uns et les autres. » L'ancien co-détenu du président Laurent Gbagbo assure que son engagement pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire n'obéit à aucune démarche intéressée ni à aucune tactique politique. Charles Blé Goudet fait sa sortie à 19 mois des élections présidentielles ivoiriennes. Blé Goudet était poursuivi par la Cour pénale internationale, la CPI, pour crimes contre l'humanité,
avant qu'ils bénéficient d'acquittement. Et puis en Algérie, des chercheurs, des opposants, des activistes et les jeunes estiment que le départ du président Abdelaziz Bouteflika ne suffira pas pour sortir de cette crise politique. La population exige le départ de tout le régime et réclame l'installation d'un gouvernement provisoire et d'une personnalité indépendante et impartiale pour diriger l'Algérie, juste pour une période transitoire, le temps d'organiser des élections libres. C'est tout, Georges Détier, pour l'actualité internationale. Merci, Nafissa Toussila. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Et nous allons parler de l'insécurité galopante avec la récurrence des braquages. Et maintenant, c'est en plein jour. RFM Sport. Bienvenue, cher Tidiane Gagne. Merci à vous, Georges. Bonjour à tous. Football pour démarrer cette page des sports. Joseph Koto serait sur la sellette au lendemain de l'élimination des U23 à la CAN 2019. L'information est venue ce matin du quotidien Record du groupe Futur Média. Au-delà de l'élimination, la Fédération sénégalaise de football, selon toujours Record, incriminerait le technicien beaucoup plus pour des histoires de primes qu'il réclamerait, ce qui constitue un réel souci sur le type de contrat liant les entraîneurs des autres catégories, plutôt à la FSF. Cela doit être corrigé, donc cette anomalie, selon notre confrère Bamba Kassé que nous avons joint ce matin. C'est une prérogative qui appartient exclusivement à la Fédération sénégalaise de football, qui était son employeur. Ce que je peux dire sur la question, au-delà de Joseph Koto, mais des entraîneurs, sélectionneurs des petites catégories, c'est que je pense que le débat doit être autre. Le débat aujourd'hui doit être de savoir comment faire pour que ces entraîneurs-là puissent contacter de façon formelle avec la fédération, donc d'être des bénéficiaires de salaires régulièrement payés, au lieu de se cantonner à les mettre dans un système de pige qui les oblige à attendre avec beaucoup d'impatience les primes. Si aujourd'hui on en arrive à dire que oui, Joseph Koto doit être viré parce qu'il manipule, il pousse les joueurs à réclamer leurs primes, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que justement, ça veut dire certainement que Koto, comme tous les autres entraîneurs, dépendent beaucoup plus de primes que d'une rémunération régulière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que cela veut dire, c'est que effectivement, la fédération ou le ministère devrait des primes, ce qui n'est pas du tout normal. Parce que l'équipe A, à la fin du match, leurs primes sont payées. Donc, s'il y a un barème de primes qui est accepté de part et d'autre, les primes doivent être payées. Ole Gunnar Solskjaer, officiellement coach de Manchester United pour une durée de 3 ans. Il en était l'entraîneur intérimaire depuis décembre dernier après le limogeage de José Mourinho. En plus de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, Solskjaer a signé avec Manchester United 14 victoires en 19 matchs, toutes compétitions confondues, Georges. Taekwondo, la fédération tient ses championnats. Début avril, les 6 et 7. Oui, la nouvelle équipe fédérale dirigée par l'ancien taekwondiste Bal Djei tient l'événement les 6 et 7 avril prochain au Stadium Marius Ndiaye. Fait notoire la reprise de la collaboration avec l'ambassade de Corée à Dakar. Plusieurs centaines de combattants sont attendus selon le chargé de la communication au sein de cette fédération. Son nom, Alun Fall, que je vous propose d'écouter. C'est l'une des compétitions phares quand même du taekwondo au Sénégal. Alors pour dire les nouveautés, c'est que là maintenant avec le nouveau président, avec son équipe aussi, tout le matériel sera du matériel électronique, comme à l'international. Donc les plastrons, tout le matériel en fait sera électronique. Cela permettrait en fait aujourd'hui que tous les combattants sur le tapis puissent s'adapter sur la nouvelle technologie du matériel qui est utilisé en fait. Et aussi c'est une occasion pour la détection de la performance pour les JOJ qui vont venir bientôt, que le Sénégal va organiser. Nous attendons 300 combattants déjà, parce que c'est vrai 6 ans, c'est vrai que les combattants ont vraiment envie de monter encore sur le tapis. Donc nous attendons déjà 600 combattants. Tout est enfin prêt, donc là on attend le jour J et puis voilà, nous allons faire le nécessaire. Cette année-ci, on a vu en tout cas l'arrivée de Bal Djei, qui est ancien taekwondo, donc il y a eu en tout cas à révéler le nom du Sénégal dans cette discipline. Aujourd'hui, il dirige, disons, l'instance. Alors, quelle est la touche nouvelle que vous comptiez apporter pour permettre davantage à cette discipline d'écrire toujours ces lettres de noblesse? L'avenir
venu de Balédié, c'est vrai qu'il est vraiment une personne à plus présenter au niveau national et à l'international. Donc la touche nouvelle, c'est que voilà, il a apporté tout le matériel, c'est l'électronique maintenant. Donc tout sera fait avec des machines, de l'électronique. Donc vous verrez sur les tapis, à partant du tapis jusqu'au plastron, casque et tout. Donc ce sera du électronique. C'est le dernier élément de cette page des sports, Georges. Merci, cher Tidiane Diagne. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour, comme tous les jeudis, Abdoulaye Ndiaye. Attendre le nouvel attelage gouvernemental, serait-ce comme en attendant Godot, pour reprendre l'écrivain dramaturge Samuel Beckett. Si l'on en juge en tout cas par la soudaine agitation qui envahit le camp du pouvoir, ce sont responsables de grandes directions, ministres en fonction ou simples politiques qui semblent tous engagés dans des expositions médiatiques. Est-ce le meilleur moyen de se rappeler au bon souvenir du président élu qui, selon certaines indiscrétions, serait à la veille d'opérer des choix sélectifs d'hommes et de femmes? La question reste posée et il suffit pour que fusent de partout dans l'espace public les fracas de propos tenus la plupart du temps par quelques prétendants aux charges gouvernementales. Des propos qui peuvent être, à notre avis, motif d'élimination au moment où l'on prête au président une nouvelle volonté de rupture. Nous parlons ici de personnages qui n'existent que par le tintamarre gracieusement relayé par certains médias. C'est le cas d'un supposé juriste qui n'hésite pas à théoriser l'allongement du mandat de l'actuelle Assemblée. Cela du seul fait que les députés doivent accompagner les chantiers du moment ou futur du président. C'est l'étrange façon qu'il a de réfléchir sur la coïncidence en termes de durée de mandat entre un exécutif et un législatif, sans le préalable d'une élection pour le dernier. C'est faire, in fine, preuve d'une hérésie constitutionnelle sans précédent. Mais il y a longtemps dans ce pays que l'on a cessé de relever les idées biscornues alimentant notre espace politique et qui parfois semblent même être une insulte à notre intelligence collective. Juste rappeler à quelques-uns qu'ils ne doivent jamais être oubliés de l'essence qui fait notre République, qui la différencie de celle dite bananière. Elle possède cette essence du respect des tables de notre loi fondamentale, une loi qui aurait dû inspirer par ailleurs les déclarations de cet autre politicien se réclamant de la proximité présidentielle qui cherche à enlever à l'institution le pouvoir de grâce ou celui d'initier un projet d'amnistie. Est-ce nécessaire, par une leçon de morale, de souligner que l'homme d'État doit être moulé dans une antique glaise de magnanimité et qu'à chaque fois qu'il fasse appel à cette dernière pour accorder un pardon, effacer une faute, il contribue à élever sa grandeur. C'est ramer d'ailleurs à contre-courant ou chercher à être piètrement original que de formuler une objection à un si grand geste. Il revient désormais au président nouvellement élu, hors d'atteinte dans l'exercice de ces 5 années, de résister à toutes les formes de pression, des groupes politico-religieux aux civilo-affairistes. Il peut faire sien, dans la formation du gouvernement, passer les critères de compétence et de bonne moralité, le bon vieux principe des équilibres régionaux. Grâce à cela, un père fondateur, Léopold Sédar Senghor, a toujours su transcender les caractérisations ethniques ou confrériques au seul profit du choix national. RFM, reportage. Le reportage du jour en ce moment dédié aux femmes, reportage sur les violences entre coépouses. Elle défraie régulièrement la chronique et vous allez le voir avec Aram Faltioun. Ce sont les hommes qui sont désignés comme principaux responsables. Les crépages de chignons entre épouses de polygames ne sont pas rares. Il arrive qu'elles s'infligent des violences très graves, parfois même mortelles. Pour Anna Mbey, ce sont les maris qui sont à blâmer, car en traitant leurs épouses de façon inégale, ils créent jalousies et rancœurs. Moi, je pense que c'est de la faute des époux, tout simplement parce qu'il y a certains époux qui montrent qu'ils sont plus attachés à l'autre. À la première, par exemple, c'est ce qui cause la rivalité entre les co-épouses. Parfois, on a tendance à voir les co-épouses qui se jettent des sorts, mais moi, je pense que c'est de la faute des époux. Pour cet homme, marié depuis 30 ans et heureux polygame depuis 5 ans déjà, il n'y a pas de secret. Il faut traiter ses épouses équitablement. Il n'y a que ça qui fasse régner la paix dans le ménage et entre les co-épouses. Tout ce que tu fais pour l'une, tu dois le faire pour l'autre. Et surtout, il faut éviter d'offrir à l'une et le cacher à l'autre et partager entre les épouses tout ce qu'on rapporte à la maison. Sa première épouse nous confirme ses dires et ajoute que les femmes devraient s'épargner ces violences, ne serait-ce que par égard pour leurs enfants. Je suis opposée à toute cette violence. Il faut penser aux enfants, car il ne faudrait pas qu'on leur rapporte un jour les méfaits de leur mère. Ce genre de réputation te suit des années. Les femmes doivent s'efforcer de cultiver la paix et être plus résilientes. Si pour certaines, les hommes sont à blâmer en cas de différend entre coépouses, d'autres encore pensent que ce sont au contraire les femmes qui devraient cultiver la bienveillance dans leur rapport.
RFM, la presse du jour. Oumou, leader distribution équipement, est le partenaire idéal pour vos besoins en équipement informatique. Matériel et consommables informatiques, télésurveillance, solutions d'impression, cloud computing, virtualisation, tableau interactif, équipement de télémédecine, système de détection haute technologie, data center. Nous avons la solution pour vous satisfaire au mieux. Avec une expérience de plus de 15 ans dans le domaine d'éthique, Oumou est le partenaire privilégié des plus grandes marques au monde comme Dell, HP, Windows, Apple, Lenovo, Rizzo, Lexmark. Oumou, on avance ensemble. Oumou Informatique vous offre votre revue de presse. Georges Détédio. Le procès du double meurtre de Medinatoul Salam, la date est maintenant connue. Les Échos apprennent que Cheikh Béthio Thioune et ses 19 co-accusés seront jugés le 23 avril prochain. Selon mon confrère, le procès va se dérouler pendant 9 jours et prendra fin le 2 mai au tribunal de Mbour. 7 ans après les faits. Mais une bizarrerie notée par les Échos, il n'y aura pas d'ordonnance de prise de corps pour Cheikh Béthio Thioune. Une disposition pourtant obligatoirement insérée dans l'arrêt de mise en accusation et en vertu de laquelle l'accusé doit être, s'il ne l'est déjà, mis en arrestation. Une personne mise en arrestation est jugée par la chambre criminelle spéciale de Dakar pour acte terroriste. L'imam Boubacar Dianko, c'est hier qu'il a comparu devant le tribunal. Il doit craindre pour la suite. Vox Populi et Réumi Quotidien soulignent que l'imam risque la prison à perpétuité. Le procureur a estimé que les faits pour lesquels l'accusé est jugé sont constants et a requis les travaux forcés à perpétuité. Et ce qui, sans doute, complique son cas. Vox Populi fait savoir que l'imam Dianko a reconnu avoir rendu visite à Gao à l'émir du Moudiao, Mohamed Ould El Hariri. Le journal ajoute que l'imam a reçu 200 000 francs CFA de l'émir du groupe djihadiste pour payer le voyage avec son neveu, dont le témoignage l'a enfoncé. Ça a fait parler à Ouest Foire. Une attaque hier en plein jour contre une agence Wafa Cash. Libération en parle et en détail. Les braqueurs n'ont heureusement pas réussi leur forfait puisque les gendarmes alertés se sont immédiatement déplacés sur les lieux avant de les ferrer. Libération écrit que les 2 braqueurs présumés disent être des militaires. L'observateur est catégorique qui affirme que 2 militaires en activité sont arrêtés pour braquage d'un point d'argent en plein jour. De l'argent, beaucoup d'argent, il en est question dans Source A. La saisie à l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, d'une importante somme d'argent sur un ressortissant guinéen. Plus d'1 milliard de francs CFA et c'était en pleine campagne électorale. C'est pourquoi d'ailleurs Source A se pose beaucoup de questions. À qui était destiné le milliard 900? Devait-il servir à financer une quelconque opération électorale? Élément de réponse à la page 5 de Source A qui précise que l'homme sur qui a été retrouvé ce faramineux montant a voyagé ce jour-là en compagnie d'un ministre d'Alpha Condé, le président de la Guinée. Son homologue sénégalais, lui, ne va pas former un nouveau gouvernement avant la fête de l'indépendance. Et pourtant, il a présidé hier le dernier conseil des ministres de son premier mandat. Les Échos, le quotidien, hélas, informent que ce ne sera pas avant le 4 avril. Les Échos titrent « Le premier ministre et le gouvernement restent jusqu'au 5 avril ». Pour l'As, pas de remaniement avant le 4 avril. Conséquence, le quotidien LAS déclare que Macky prolonge le supplice. Macky Sall qui a, si l'on se fie à l'Observateur, utilisé 73 ministres ces 7 dernières années. La liste à la page 4 du journal du groupe Futur Média. L'Obs fait ainsi le bilan des différents gouvernements qui se sont succédés durant le septennat de Macky Sall. Sous un autre registre, l'Observateur s'entretient avec le nouveau coordinateur de Y'en a marre, Alioune Sané. Au menu, entre autres, la nouvelle feuille de route du mouvement, la présidentielle de 2019, l'appel au dialogue du chef de l'État, Macky Sall, qui, confie-t-il, voulait exiler tous les cadres de Y'en a marre. L'actualité religieuse du jour, le Magal de Porokhane, événement dédié à la mère de Serigne Touba. Ça a commencé depuis 1951. Et pour l'occasion, Direct Info rend un hommage à Mame Diarra Bousso avec un retour sur ses 33 années de vie qui ont donné au monde un homme de dimension exceptionnelle. Un coup d'œil à présent dans le journal Le Soleil. Mon confrère s'arrête sur le bec de lièvre, préjugés et réalité d'une transformation qui pourtant se soigne et se guérit. Sport pour terminer, Koto ne va pas rester sur le banc des U23 après leur élimination. Record est catégorique, Joseph Koto sera viré et remplacé par Youssoufa Dabo. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue à présent, nous avons Cherna Sadibou Keita, ancien commissaire de police. Bonjour Cherna Sadibou Keita. Bonjour.
Mbaye Dione également, secrétaire général de l'AMS, l'Association des maires du Sénégal. Bonjour Mbaye Dione. Bonjour Georges. Alors, je reviens à vous dans un instant, Mbaye Dione. Mais d'abord, cher Sadibou Keita, on a remarqué une insécurité galopante avec la récurrence de braquages. Dernier cas en date, c'est hier à Nord-Foire avec une banque qui a été visitée par des malfaiteurs. D'autres cas, récemment, on avait une station-service qui a été l'objet d'attaques de la part de malfaiteurs. Pourquoi, commissaire, les malfaiteurs n'ont plus peur et opèrent en plein jour? Oui, ceci est un phénomène qui dure depuis plusieurs décennies déjà. En effet, le Sénégal, la capitale en particulier, certains centres urbains n'ont jamais cessé de connaître ces formes de comportement délinquant, cette forme d'expression de la violence, ça veut dire des agressions et des cambriolages. Bon, et si on veut l'expliquer à partir d'une actualité comme celle-là, on passe à côté du projet. Ce qu'il faut, c'est comprendre le phénomène, voir ce qui se passe pour qu'il y ait une délinquance assez forte chez nous, c'est-à-dire voir le côté économique, la précarité, voir des traditions de violence ça et là, voir la présence peut-être d'armes ou de groupes armés, voir comment naissent ces groupes, voir les relations entre les milieux de drogue, le grand banditisme et tout cela. Je crois que c'est là qu'il faut aller pour trouver une explication à ces phénomènes afin de pouvoir y répondre. Mais surtout, si ça retient l'attention des gens, c'est parce que la plupart du temps, ces braquages se faisaient la nuit, mais on a remarqué, comme le cas d'hier à Nord-Foire, que c'est en plein jour, l'après-midi, que les malfaiteurs s'en sont pris à l'agence de Wafa Cash. C'est un cas isolé, c'est des modes d'opérer, c'est des cas isolés, mais un comportement délinquant, il est dans sa forme de manifestation. Il ne s'agit pas que ça se passe le jour ou la nuit que ça a changé, c'est que c'est des vols, c'est des agressions, c'est ça les formes. Maintenant, un groupe de délinquants peut avoir une cible qui est accessible le jour, avoir un projet qui est réalisable le jour. Ce n'est pas en cela qu'il y a une insécurité ou pas. C'est dans la récurrence de ces phénomènes, ça veut dire dans le rythme, dans le fait que ce soit des phénomènes courants, ça veut dire qu'on est en face d'une insécurité qui monte et qui s'aggrave. Mais, comme j'ai dit, elle n'est pas nouvelle, elle est là depuis toujours. Les agressions, les formes de comportement délinquant dans les rues ne sont pas nouvelles, elles sont là depuis toujours. Il faut analyser leurs formes, ce qui les agisse, les conditions de vie des populations, un peu toutes les causes qui tournent autour de ces comportements-là pour comprendre afin de répondre. Mais on peut retenir une chose, c'est qu'effectivement, ça va à s'aggraver. Quelle est la raison? Beaucoup de raisons sont là-dedans. Mais ce n'est pas parce que ça se passe le jour ou la nuit que c'est grave ou ce n'est pas grave. Tout cela était là. Il faut qu'on comprenne quel problème que nous avons pour pouvoir nous dire quelle stratégie nous devons adopter. Alors, je reviens à vous dans un instant, cher Sadibou Keita. Mbaye Dione, vous êtes maire d'une localité, par ailleurs secrétaire général de l'Association des maires du Sénégal, maire de Ngoundiane précisément. Vous, les élus locaux, comment vivez-vous cette situation? Bonjour Georges, je vous salue chaleureusement, je salue le doyen, le colonel Cheikhna Keita, je salue tous les auditeurs de Radio Futur Média pour dire qu'il y a trois aspects qui m'interpellent dans cette affaire. C'est la recrudescence de ces violences aujourd'hui qui, certes, on avait tenu une accalmie. Le deuxième élément, c'est comme vous l'avez dit, il se passe maintenant en plein jour. Et le troisième élément, ça se passe en plein centre-ville. En plein centre-ville. Donc, il y a trois aspects qui doivent nous interpeller. Et pour dire aujourd'hui que cette question doit être prise au sérieux parce que la sécurité des biens et des personnes, à mon avis, c'est une question régalienne qui doit être gérée par l'État central. La question maintenant est de savoir comment ce phénomène est arrivé. Il est arrivé parce qu'aujourd'hui, il y a un ensemble de jeunes aujourd'hui qui ont perdu leur repère. Et il y a également une chose sur laquelle nous devrons nous interroger. Autant le Sénégal aujourd'hui, nous devons nous en féliciter, nous devons être fiers à réussir jusqu'à présent à éradiquer le phénomène du terrorisme qui a fini de gagner jusqu'à la limite de nos frontières. Autant nous constatons de plus en plus des éléments étrangers, des banditismes aujourd'hui qui ne sont pas des Sénégalais de souche, mais qui nous viennent des pays limitrophes
avec des pratiques qui n'ont jamais été connues au Sénégal et aujourd'hui qui sont en train de nous envahir. Parce que le plus souvent, je ne dis pas qu'il n'y a pas de jeunes Sénégalais qui sont dans le cas d'agression, mais à remonter de plus près, il y a souvent une bande assez organisée de pays, je ne vais pas citer de nom, mais ils sont connus dans le banditisme physique, dans le banditisme, dans la cybercriminalité, et ce sont l'ensemble des choses qui devront nous interpeller. Et c'est pourquoi, autant l'État central doit faire des efforts pour en tout cas renforcer les moyens. Justement, je reviens à vous dans un instant, Mbaye Dione. J'interpelle le commissaire Cheikhna Sadibou Keita sur le sujet. Commissaire, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une défaillance dans la prise en charge de la sécurité des populations? Mais c'est de cela qu'il s'agit au départ. Il y a une absence de projet, pas une défaillance. Il n'y a pas une absence de projet au départ. Parce que nous sommes partis sur des traditions et nous avons continué à gérer l'action de sécurisation suivant des traditions qui sont là depuis très longtemps et on n'a rien changé a priori. Aujourd'hui, que le problème est aussi grave que celui-là, il est temps qu'on s'arrête et qu'on construise les conditions de gestion de notre sécurité, qu'on les redéfinisse, qu'on construise le projet sécuritaire à partir de quelque chose qu'on maîtrise et qu'on mette au-dessus de cela des hommes et des stratégies pour que ça marche. Mais le problème ne serait-il pas d'autant plus grave, commissaire, qu'on cite des militaires qui seraient à l'origine, je dis bien qui seraient à l'origine de ce braquage, les deux? Oui, mais c'est pas des militaires. Selon les premiers éléments, en tout cas recueillis par la presse. C'est nouveau, c'est pas nouveau. Mais c'est intéressant déjà qu'on se mette à voir à travers ces comportements-là de la présence de gens qui ont eu à faire l'armée ou qui sont sous le drapeau. Bon, c'est très important, ça veut dire que la délinquance attire de plus en plus, ça veut dire que le gain facile attire de plus en plus de gens et il faut réfléchir maintenant, s'arrêter et se dire, si on a une présence de gens formés au maniement des armes de manière régulière ici, qui versent dans la délinquance, il est temps qu'on s'arrête. Il est temps qu'on s'arrête, il est temps qu'on reprenne des choses en main, il est temps qu'on se dise que la sécurité aujourd'hui doit être redéfinie sous ces angles les plus larges afin d'endiguer le mal, l'aggravation du mal, de l'endiguer le plus rapidement possible pour mettre les populations en sécurité. Merci, Cheikhna Sadibou Keita, ancien commissaire de police. Alors, Mbaye Dione, ne devrait-on pas donner aujourd'hui beaucoup plus, plutôt, ne devrait-on pas impliquer davantage les collectivités locales pour assurer la sécurité des populations? On a vu à l'époque les polices de proximité. Oui, effectivement, il faut saluer l'idée de son excellence, le président Macky Sall, de mettre en place dès son avènement donc à la tête de ce pays des agents de sécurité de proximité. Mais ça, il faut quand même reconnaître la limite de ces agents qui ne sont pas assez formés, assez outillés ou assez armés pour pouvoir assurer la sécurité face au grand banditisme. Il faut également saluer les efforts colossaux que les forces de sécurité et de défense apportent dans la quiétude des populations et des biens, qu'il s'agisse de la gendarmerie ou de la police. Mais il faut reconnaître également les moyens limités de ces forces de sécurité. Et là, il appartient à l'État. Militariez-vous pour un retour des polices municipales? Oui, mais bon... Avec beaucoup plus de moyens. Également, si la police municipale devrait être assimilée à des agents de sécurité de proximité tels qu'on les a connus, ça ne vaut pas la peine. Avec beaucoup plus de moyens et beaucoup plus d'attributs. Oui, il faut les donner plus d'attributs, mais il faut également donner d'attributs aux forces déjà existantes. Il s'agit de la police, de la gendarmerie, des forces armées, mais également multiplier en tout cas l'installation des polices de proximité et des postes de gendarmerie. Je vous citer l'exemple, et je ne suis pas le seul. Moi, quand je suis arrivé à Ngoundiane, j'ai trouvé en tout cas une insécurité avec le vol de bétail, avec les brigands. Moi, j'ai lancé un projet d'installation. Merci Mbaye Dione. On continue sur le sujet dans le journal en Wolof.
Merci, Baïdion, secrétaire général de l'AMS, l'Association des maires du Sénégal, et merci également au commissaire Cherna Sadbou Keita, ancien commissaire de police. On parlait de la recrudescence de l'insécurité avec les braquages à tout va. Dernier cas en date, et c'était en plein jour, le braquage d'une agence de Wafakash au quartier Nord-Foire. Merci à Alunba qui a assuré la partie technique de cette édition. Merci à vous également de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes.